Alors, on a tous un peu cette image en tête, hein, l'idée que la pensée humaine, la vraie, la logique, ça commence avec les Grecs. Thalès, Socrate. La philosophie qui jaillit comme ça d'un coup. Mais si on s'arrête 2 secondes, ça pose une question assez vertigineuse. Et avant, pendant les 99% de l'histoire humaine, on faisait quoi? On grognait autour d'un feu? Le document qu'on va explorer aujourd'hui, La sagesse traditionnelle de Freddy Malo, y propose une réponse assez radicale. Non seulement il y avait une pensée, mais c'était un système d'exploitation complet de l'esprit, totalement différent du nôtre. Et c'est ce code source un peu perdu qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. C'est tout à fait ça. Et justement, on ne parle pas de balbutiement, mais bien d'une autre forme d'intelligence. Le texte nous plonge dans ce qu'il appelle l'ère primitive. Et il faut vraiment prendre la mesure du temps. Ça va du Pithécanthrope jusqu'à Pythagore. C'est écrasant comme durée. Et d'ailleurs, dès le début, l'auteur nous met en garde contre 2 pièges qui faussent complètement notre vision. Le premier, c'est de s'imaginer les primitifs comme les patriarches de la Bible. Ah oui, le vieux sage barbu? Exactement. C'est un anachronisme total. Le patriarcat, c'est déjà la fin d'une très très longue évolution. Une évolution qui est passée par des communautés indifférenciées, puis par le matriarcat. D'accord, donc on oublie cette image-là. Et le deuxième piège? C'est de séparer les grands empires de l'Antiquité, l'Égypte, Babylone, les Incas, de cette ère. On a tendance à les voir comme une sorte de prologue à notre civilisation, alors que le texte, lui, les voit comme l'apogée, la phase finale de l'ère primitive. C'est ce qu'il appelle la phase asiatique. Ils sont le sommet de cette logique-là, pas le début de la nôtre. Attendez, quand vous dites asiatique, ça m'interpelle. On parle quand même des pyramides, d'empires hyper structurés, avec une administration, des scribes. En quoi est-ce que ça reste primitif dans sa structure mentale? C'est une excellente question. C'est parce qu'ils poussent à leur paroxysme la logique fondamentale de cette ère, sans en changer. Et cette logique, c'est vraiment le cœur de notre exploration. Le texte la définit par une alliance qui, pour nous, modernes, semble complètement paradoxale. C'est une conception matérialiste du monde associée à une méthode mystique. Matérialiste et mystique. Les deux en même temps. D'accord, ça m'intrigue. Commençons par le côté matérialiste alors. J'avoue que ça va à l'encontre de tout ce que j'imaginais sur l'animisme, les esprits dans les arbres. Et c'est là justement qu'on se trompe. Le texte déconstruit complètement cette idée d'animisme spiritualiste. Les esprits dont parlent les peuples premiers, ce ne sont pas des petites âmes désincarnées qui flottent partout. L'auteur utilise une analogie qui est géniale. C'est comme quand les alchimistes parlaient de l'esprit de vin. Ils ne parlaient pas d'un fantôme dans la bouteille, hein. Non, il parlait de l'alcool, de sa puissance. Voilà, de sa vertu active. Eh bien, pour la pensée traditionnelle, les esprits, c'est ça, les forces inhérentes aux choses, les propriétés actives de la matière. Donc ce n'est pas du tout surnaturel en fait. C'est un monde sans au-delà en quelque sorte. Un monde où tout est matière et énergie. Précisément. Et ce matérialisme a 2 caractéristiques fondamentales. D'abord, il est opératoire. Opératoire. C'est-à-dire? Ça veut dire que la pensée est entièrement tournée vers l'action, l'efficacité. On ne prie pas les forces de la nature, on cherche à les contraindre. Il y a cette citation incroyable d'Evans Pritchard sur les Nzandés d'Afrique. Il dit « On ne fait une magie que pour provoquer des événements qui ont des chances de se produire ». Ça, c'est très très pragmatique. Pas question de faire une danse de la pluie en plein désert, si je comprends bien. Exactement. Et le texte ajoute que le sorcier ne supplie pas. Il l'ordonne. Il dit à sa médecine, à sa potion, ce qu'elle doit faire. Comme on brieferait un employé. Il n'y a aucune soumission. Mais alors, quand il l'ordonne, est-ce que ce n'est pas juste une autre forme de prière, une supplication déguisée? Quelle est la différence dans l'état d'esprit? La différence, c'est l'absence de transcendance. Il n'y a pas d'entité supérieure à qui on demande une faveur. Le sorcier se voit comme un opérateur dans un système. Il connaît les leviers. Il ne demande pas, il agit. Et ça nous amène à la deuxième caractéristique de ce matérialisme. Il est immanentiste. Immanentiste, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur du monde? C'est ça. Pas de Dieu extérieur, pas de paradis. Les esprits sont un réseau de puissance dans le monde. Le texte décrit le tout, non pas comme une idée abstraite, mais comme un grand organisme cosmique, un arbre du monde. Et chaque chose, chaque être, chaque partie n'est qu'une nuance de ce grand tout. Tout est interconnecté. Donc, pas de créateur extérieur, mais plutôt un grand réseau vivant, un peu comme une forêt où chaque arbre est lié aux autres sous terre. C'est une très bonne image. Et ça se voit parfaitement dans le totémisme.
Le clan est littéralement lié à sa terre parce que c'est là que l'ancêtre est enraciné. La vie est un cycle de renaissance perpétuelle. L'exemple des Bantous dans le texte est sidérant. Quand un enfant naît, ce n'est pas un individu neuf, c'est la réincarnation d'un ancêtre précis. Attendez, ça c'est incroyable. Plusieurs personnes vivantes peuvent être la réincarnation du même ancêtre, qui lui-même est encore là quelque part. Ça doit créer des dynamiques sociales complètement folles. Comment ils gèrent ça au quotidien? C'est une organisation sociale qui nous dépasse, c'est certain. L'ancêtre réincarné continue d'exister en tant que tel et il devient le protecteur de son homonyme qui vient de naître. L'identité n'est pas individuelle et unique comme chez nous. Elle est cyclique, elle est partagée. On n'est pas une étincelle unique, on est une facette d'un diamant qui tourne. Voilà le socle matérialiste. D'accord, je vois bien l'image. Un monde très terre-à-terre, presque ingénierat dans sa façon de voir les choses. Un monde plein, clos sur lui-même. Mais alors, comment on fait le lien avec la magie, les rituels, la divination, tout ce qui nous semble si irrationnel? C'est là que ça coince un peu pour moi. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, la méthode mystique. Le texte la qualifie de prélogique. Alors, il faut faire attention avec ce mot. Ça ne veut pas dire illogique ou stupide. Ça veut dire qu'elle fonctionne sur une base qui est radicalement différente de la nôtre. Notre logique à nous, elle est fondée sur la quantité, le calcul. La leur, elle repose sur deux concepts, la qualité et la relation. La qualité, d'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas la théorie, mais la pratique qui a fait ses preuves. Leur science, ce sont des rites routiniers. On ne se demande pas pourquoi ça marche, on sait juste que ça marche si on le fait comme ça. La tradition est la seule preuve. L'innovation est même vue comme un danger mortel, parce qu'elle risque de perturber un équilibre. C'est un peu l'anti-Silicon Valley, quoi. Move slow and don't break things. On peut le voir comme ça, oui. Et cette logique de la qualité, elle s'exprime par deux grandes approches. La première, ce sont les correspondances. Ça, c'est le domaine de la magie. On cherche les analogies, les sympathies entre les choses. L'exemple des Mayas est parfait. Ils voient une solidarité entre le soleil, la croissance du maïs et la valeur symbolique du chiffre 5. Pour le texte, c'est leur équivalent de notre expérience scientifique. D'accord. Et la deuxième approche? C'est le symbolisme, le domaine de la divination. Là, on ne cherche plus des ressemblances, mais des signes. Un événement n'est jamais neutre. Chez les Aztèques, le chant d'un hibou, un loup qui traverse le chemin, ce n'est pas un hasard. C'est un message, un avertissement. Et ça, c'est l'équivalent de notre hypothèse. Ils ont donc leur propre couple expérience-hypothèse, magie et divination. C'est fascinant. C'est un peu comme si aujourd'hui, un entrepreneur voyait un article sur une nouvelle technologie, non pas comme une simple information, mais comme un signe qu'il doit changer de stratégie. C'est donner une intention à un événement. C'est exactement cette mentalité. Et tout ça, c'est gouverné par le principe de la relation. La relation la plus fondamentale, c'est la contrariété. Mais attention, ce n'est pas notre antagonisme binaire vrai-faux. Pour eux, les contraires sont relatifs, bénéfiques et maléfiques, purs et impurs. Et surtout, le pôle négatif a autant de réalité que le positif. Les ténèbres ne sont pas une absence de lumière, c'est une force active. Donc si je comprends bien, le mal n'est pas juste l'absence du bien. C'est une force à part entière avec laquelle il faut composer. Et ça nous amène à la question, qu'est-ce qui chapeaute tout ça? Est-ce qu'il y a un principe unificateur au-dessus? Oui, et c'est le principe ultime, la communion. C'est l'implicite, l'arrière-plan de tout. Ce que les Grecs, plus tard, appelleront avec un certain mépris le chaos. Le texte fait un parallèle avec la Kabbale et le concept de l'Ensof, l'ancien des anciens, un tout primordial, sans nom, dont notre monde n'est que la parure. Là, on touche à quelque chose de très abstrait, l'ensof, le chaos. Concrètement, ça veut dire quoi pour eux? C'est un Dieu suprême qu'ils prient? Justement non, et c'est ça qui est déroutant. Cet imprimordial est un présupposé tellement fondamental qu'on n'en parle même pas. On ne lui rend aucun culte. C'est comme l'air qu'on respire. C'est partout, donc nulle part en particulier. C'est pour ça que les premiers explorateurs étaient si décontenancés. Ils cherchaient le grand chef des dieux, et souvent, il n'y avait rien. Ou universellement quantitatif, comme les maths, le fait de compter. Alors là, on arrive à un des points les plus contre-intuitifs du texte. Pour nous, compter, c'est ajouter. 1 plus 1, ça fait 2, etc. On construit à partir de l'unité. Eux font l'exact inverse. Ils ne comptent pas, ils démembrent. Ils démembrent, c'est-à-dire? Eh bien, ils partent d'un ensemble concret et qualitatif, la main, le corps, et ils le parcourent.
Ah d'accord. Le 1, ce n'est pas le chiffre 1. Le 1, c'est l'ensemble de références, la main entière. Les nombres sont les étapes d'un parcours sur cet ensemble. On ne dit pas 5, on dit « fini une main ». Et une fois qu'on a épuisé le référentiel, que ce soit 5 ou 20, on s'arrête. Au-delà, on dit beaucoup, une foule. C'est complètement à l'envers de notre façon de penser. La phrase du document qui résume ça est géniale. Les primitifs savent compter jusqu'à 1, jusqu'à la maîtrise de l'ensemble. Et les nombres ne sont pas des abstractions, ce sont des vrais verbes, ils décrivent une action. Cette pensée a laissé des traces. Bien plus tard, Aristote écrira que le monde est déterminé par le nombre 3. Non pas quantitativement, mais qualitativement. Le commencement, le milieu, la fin. Et le texte fait le parallèle avec la pédagogie. Un enfant de 5 ans est perdu avec le 1 abstrait. Mais il comprend tout de suite la paire ou la collection. C'est fou. Ça me rappelle comment on apprend aux enfants avec des objets et jamais avec le chiffre 1 tout seul. Alors, cette mentalité, comment elle se traduit au niveau de la société? Elle produit une structure que l'auteur appelle l'unanimité tolérante. Les deux mots semblent un peu contradictoires. Unanimité, ça sonne un peu totalitaire, non? Comment ça peut être tolérant? Unanimité parce que sur la pensée, la réflexion n'est pas individuelle. Elle est collective, elle s'incarne dans les mythes. Il n'y a pas de chef d'école, pas de Platon contre Aristote, pas d'hérésie. Les sages sont des interprètes de la tradition, pas des inventeurs. Ils sont soumis à la servitude du rituel. Mais c'est aussi tolérant parce que le savoir pratique nécessaire à la vie, lui, est transmis à chacun, au bon moment, via des rites. Il n'y a pas d'exclus. C'est un système qui a l'air incroyablement stable, ce qui amène la question fatidique. Qu'est-ce qui a bien pu le faire s'effondrer? C'est son succès même qui l'a condamné. L'apogée de cette ère, l'empire asiate, est devenu une machine tellement énorme qu'elle a généré des rivalités. Et ces guerres de géants ont épuisé tout le monde. Et surtout, elles ont créé un espace pour ce que le texte appelle un troisième larron. Les peuples de la mer, des navigateurs qui vivaient du commerce et de la piraterie entre ces empires. En gros, les premiers disrupteurs de l'histoire, c'était des pirates. On pourrait dire ça, oui. Au début, ils ont copié le modèle. Mais une nouvelle génération est apparue. Des gens qui n'avaient plus ni le temps ni l'espace pour bâtir leur propre empire. Le texte a cette formule, il ne leur était plus permis que de sauter l'étape asiate. C'est de ce saut, de cette impossibilité, qu'est née la cité grecque. Le miracle grec n'est pas un miracle. Et c'est là qu'on arrive au grand basculement. Le texte insiste beaucoup là-dessus. La philosophie ne sort pas de nulle part, ce n'est pas une création ex nihilo. Non, c'est une inversion. Un renversement complet de tous les principes de la tradition. C'est presque un négatif photographique. Prenez les éléments clés. Le feu matériel, l'énergie cosmique du monde traditionnel, est inversé et devient l'esprit intelligible transcendant, Dieu. Et les nuances interdépendantes, cette parenté universelle entre les choses. Elle se brise. Le grand tissu se déchire et tombe en une poussière d'individus de matière, séparés les uns des autres. Et finalement, les prêtres, dont le rôle était d'assurer la communion, sont remplacés par les philosophes, dont la nouvelle mission est d'explorer l'antagonisme, la guerre entre l'esprit et la matière. Opposé. C'est une vision très puissante. C'est une rupture totale. La sagesse traditionnelle était ce système complet, cohérent, basé sur ce duo matérialisme-mystique. Et la philosophie s'est érigée sur ses ruines en inversant chacun de ses piliers. Le document se termine sur cette citation de saint Paul qui prend alors tout son sens. « Ce que tu sèmes ne reprend pas vie sans mourir d'abord ». C'est vraiment l'image d'une mue où l'ancienne peau doit être abandonnée. C'est le passage d'un monde à l'autre. Une forme de pensée a dû mourir pour que la nôtre puisse naître. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une pensée à méditer pour la suite. Si la pensée philosophique et logique qui est la nôtre est elle-même née de la mort et de l'inversion de la pensée traditionnelle, et si aujourd'hui notre propre mode de pensée avec sa logique quantitative, son individualisme, montre à son tour ses limites, ses impasses, face à la complexité écologique, sociale, alors la question se pose, quels éléments de notre vision actuelle de la réalité devraient peut-être mourir à leur tour pour permettre la naissance ou la résurrection d'une nouvelle façon de comprendre le monde?